Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Marie-Hélène, Bonjour, c'est Maya. on va se tutoyer parce que tu es mon amie. Oui. Donc je ne vais pas faire un vouvoiement pour faire le vouvoiement. Je préfère. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'attirer la lumière sur une maladie que je ne vais pas nommer, qu'on va nommer à la fin. Et je voulais savoir, j'ai envie de parler de ce parcours qui est le tien, une femme qui s'est battue toute seule contre cette maladie. L'idée, c'est d'aider ces femmes qui sont seules, ou ces hommes qui sont seuls face à cette maladie, régionalement. C'est-à-dire que, en voyant ce petit reportage, de les aider à aller vers les bonnes personnes, les bonnes structures, pour ne pas perdre de temps. Parce que je pense que cette maladie, l'ennemi numéro 1, c'est le temps. Oui, c'est vrai. Bon. Comment elle est venue à toi, cette maladie? Elle est venue à moi en plusieurs étapes. La première. La première, on n'y pense pas tout de suite à cette maladie. Elle ne nous vient pas à l'esprit tout de suite. On se retrouve face à quelqu'un que l'on aime, avec qui l'on vit depuis longtemps. On imagine c'est plutôt la déprime qui s'installerait. C'est plutôt, oui voilà, un mal-être et tout, parce qu'une fin de carrière arrive, parce que, voilà, il n'a plus rien devant lui, et on ne pense pas tout de suite à la maladie. Après, s'installe un deuxième temps où, en effet, on est interpellé par les absences, les trous de mémoire, le caractère qui s'aigrit, le manque d'envie de faire des choses. Là, on se pose des questions, on va voir un médecin généraliste, entre parenthèses, sans toujours penser à cette maladie. Ça ne m'est pas venu tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qui a déclenché d'aller voir un médecin? C'était quoi l'épisode où tu te dis « Non, mais on va voir un médecin ». Oui, voilà. Eh bien, j'avoue franchement que ce sont 2 ou 3 personnes de la famille et d'entourage qui m'ont dit « Tu ne penses pas que ça pourrait être donc cette fameuse maladie qui s'installe? Tu ne penses pas que ça pourrait être ça ?» Oui, j'ai dit oui, peut-être. Donc j'ai demandé à voir les médecins spécialisés et tout ça. Et où on m'a dit non, les tests sont bons, c'est certainement pas ça. Et quand on t'a dit le mot de cette maladie, alors là, ça a été qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ah, moi, ça a été un choc. J'ai eu une grande colère, d'abord. La première fois que un membre de la famille a dit ce mot, t'as réagi comment en toi? Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, c'est pas possible. Oh non, je vois pas ça, pas ça. Et ce qui est en fin de compte une forme de déni. Oui. Maintenant, avec le recul, je sais que j'étais dans le déni. Oui. Donc voilà. Et puis après arrive fatalement le moment où vraiment les symptômes sont de plus en plus récurrents. Oui. Donc là, je me suis décidée à aller dans un centre très spécialisé ici. Oui. Le médecin généraliste, donc là, il t'a dit tout va bien. Oui, alors ça c'était il y a quelques années en arrière, nous étions encore en Vendée. D'accord. Donc là, le généraliste m'a répondu ça. C'est une fois arrivée ici où je suis tombée sur un très bon généraliste. Oui. Qui m'a dit, en effet, il y a des symptômes qui sont inquiétants et tout. Et si j'étais vous, je prendrais rendez-vous et je vais vous faire avoir un rendez-vous dans ce centre spécialisé ici à Béziers. Ok. Ton mari a réagi comment à ça? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'on a parlé devant lui de ces mots? Oui. Et bien sûr, il a été complètement dans le déni. Il a absolument refusé dans un premier temps. Dans un premier temps, seulement. D'accord. Il a refusé le nom de cette maladie. D'accord. Donc voilà, ça s'est passé donc comme ça. Et quand nous sommes arrivés ici, il y a donc maintenant 5 ans, quand nous sommes arrivés ici et tout, ça allait encore bien. Il y avait encore plein de choses que nous faisions et tout ça. Donc ben voilà, il y a un sentiment rassurant qui s'installe à nouveau parce que on ne veut pas de cette maladie. Et puis surtout, on veut continuer à vivre avec son compagnon. Donc voilà. Mais après est arrivée fatalement la décision à prendre d'aller voir ses spécialistes. Oui. Et là, voilà, là, ça a été le dernier temps. Ça a été facile de le convaincre? De lui parler, de dire on va voir un spécialiste? Ah non, il a fallu tricher. Quand on arrive, Il a fallu tricher pour aller voir ces spécialistes.
il a fallu tricher. Mais il le voit, enfin, il a dû le voir quand il est arrivé chez le médecin. Ben, bien sûr, puis surtout que le médecin a été très, très direct. Après les tests, il lui a dit franchement la maladie dont il souffrait. Et de là, bon, il y a eu des réactions qui étaient... La colère. Oui. Ouais. Lui, oui, la colère chez lui, vraiment la colère. Il a même dit aux spécialistes, vous dites n'importe quoi, vous racontez que des conneries, texto, dans le texte. Ouais. Alors que c'était quelqu'un de très très bien élevé, qui a toujours été d'une grande correction, surtout quand il s'agissait d'une dame, puisque cette spécialiste était une dame. Ouais. Donc voilà, non, il a refusé. Quand nous sommes sortis de la consultation, et j'en ai parlé avec lui, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce mot que l'on a mis sur... j'ai pas dit maladie, Oui. sur ton comportement et tout ça, mais il m'a dit, mais c'est que des conneries, ils y connaissent rien du tout. Ouais. Donc voilà. Donc, lui, son point de vue, il était là. Donc, oui, voilà. Le déni. Voilà, le déni. Okay. Le déni. Pendant cette période, la vie avec ton compagnon, la vie quotidienne, le quotidien. Le quotidien. Alors le quotidien, c'est au début, on prend des habitudes de protection. Ouais. On sait qu'il va oublier telle et telle chose. On sait qu'il faut un petit peu répéter, ah au fait, as-tu pris ta douche ? Ah au fait, tu penses que il faudrait peut-être que tu regardes un petit peu tes mails sur l'ordinateur ? Ah au fait, ton téléphone a sonné, enfin ta messagerie a couiné, comme je le disais. Et voilà, donc alors qu'avant, ça aurait été instinctif chez lui voilà. Sûr. Et puis s'installe aussi le côté caractériel, qui peut être, qui est vraiment très violent, qui est très violent psychologiquement. J'entends. Psychologiquement, c'est violent, dans le sens où vous n'êtes pas habitué à ce que votre compagnon se comporte comme ça. Oui. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Et puis après, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, de mois en mois. Et pendant cette période, est-ce que le médecin, en sachant que maintenant il y a le diagnostic, on a posé les mots MOTS sur les mots MMX, est-ce que vous avez eu un soutien ? Est-ce que vous avez eu une proposition ? Est-ce que... Sincèrement, de la part de ce généraliste qui suivait mon mari, oui. D'accord. Oui, il y a eu une mise en garde tout de suite en me disant attention, c'est vous qui allez prendre tout. Oui, faites-vous aider. Oui, prenez contact avec tel et tel organisme. Oui, commencez à visiter des structures. Oui, sincèrement, entre ce généraliste et ce service spécialisé ici, à l'hôpital, sincèrement, j'ai été très 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 étonnée de l'accompagnement. Oui, dans le bon sens, Tu as été les chercher, toutes ces associations. Oui, il a fallu que je prenne mon téléphone, que je prenne des rendez-vous, que j'explique la situation. Oui, absolument. L'écoute était là. Est-ce que tu as toujours, c'est important ce que je pose la question pour les personnes qui sont en face de cette maladie. Est-ce que tu as eu le même interlocuteur ou est-ce qu'il fallait, parce que j'imagine que réexpliquer la situation à toutes les associations, est-ce que tu as eu la même personne ? Non. Il fallait à chaque fois réexpliquer son problème. Il fallait à chaque fois réexpliquer. Alors, les organismes administratifs, bien sûr, ça, on n'a jamais la même personne. Après l'association où j'allais, que l'on citera donc à la fin de l'interview, j'ai eu affaire à 2 interlocuteurs, donc toujours les mêmes, et des gens très très bien formés, qui étaient au plus près de la maladie, qui sont sur Béziers. Qui sont sur Béziers, qui sont facilement accessibles et tout, et qui sont formidables aussi. Okay. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, même au niveau du service spécialisé à l'hôpital, sincèrement, j'ai toujours eu affaire aux 2 mêmes personnes qui suivaient Gérard, et sincèrement, je n'avais pas besoin de répéter absolument. Donc oui, ça c'était bien, ça c'était formidable. Okay. Donc voilà, on était au moment où on avait le même interlocuteur, enfin 2 interlocuteurs. Dans cette association, donc vous comprendrez à la fin de l'interview, il n'y en a pas 36 associations qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Et donc voilà. Parce qu'est arrivé à un moment donné la fatalité de la violence verbale et physique. Des contraintes physiques d'hygiène, d'oublier d'aller aux toilettes,
de plein de choses. Donc, à un moment donné, vous vous épuisez, moralement et physiquement, vous vous épuisez. D'abord, vous passez par la colère, parce que vous ne comprenez pas que l'être que vous aimez depuis plus de 30 ans en arrive là. Après c'est un sentiment, comment dire, pas de pitié, mais un sentiment de... Je ne saurais pas comment expliquer. Mais, et tout ça prend des proportions terribles. Vous perdez le sommeil, vous ne pouvez plus sortir, parce que quelquefois, ils n'acceptent pas les personnes étrangères capables de vous aider. Et l'association, quand vous l'avez vue, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé comme aide? Comme aide, des aides bien sûr payantes, oui. Des aides à domicile. Oui. Ça c'est une chose, c'est vrai que ça aurait pu fonctionner. Malheureusement, ils ne les acceptaient pas, ils n'acceptaient aucune personne qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Et là, ils pouvaient être très violents avec. Les seules personnes qui m'ont aidé, pour qui je garde énormément d'affection et tout, étaient des gens qu'ils connaissaient et qui venaient bénévolement près de lui pour que moi je puisse sortir un petit peu, y compris ma famille, qui aussi se relayait, puisqu'il les aimait bien, il les connaissait, ça pouvait aller. Et puis, mais bon, vous n'avez plus de vie sociale, plus du tout, puisque vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus aller dîner ou déjeuner dans la famille même. Tu es enfermée avec lui dans cette maladie. Enfermée, la maladie nous enferme. Oui, vous êtes dans une boîte, aussi élégante soit-elle, si vous avez la chance d'avoir une belle maison, un bel appartement, mais vous êtes enfermé dans cette maladie. C'est fini. Et si vous ne réagissez pas à temps pour vous en sortir, vous sombrez. Vous sombrez avec le malade. Vous sombrez avec lui. Et c'est pas le but. Ce n'est pas le but, puisqu'il n'est plus là. À un moment donné, avec cette maladie, la personne que vous aimez, que vous connaissez, que vous fréquentez, n'est plus là. Elle n'est plus là. Ce n'est plus cette personne. Quel est le moment déclencheur qui a fait que tu as pris la décision? Quand il m'a agressée violemment, physiquement, très 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 violemment, et où j'ai eu très 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 peur d'y rester. Et là, j'ai su. Ma généraliste et son généraliste m'ont dit maintenant, Marie-Hélène, il faut arrêter. C'est terminé. Vous allez y rester. Lui-même devenait dangereux pour lui-même aussi, bien sûr, puisqu'il se sauvait, il partait. Donc voilà, mais cette agression physique a été le déclencheur. Parce que là, j'ai eu très très peur. Vraiment très très peur. Et là, comment tu as procédé pour pouvoir le placer, en fait? Oui, et bien là... Le mot est difficile, hein? Oui, pardon, oui, absolument. Et bien là, on m'a donné, bien sûr, des adresses d'établissements spécialisés, des établissements, des EHPAD spécialisés et tout, où il n'y a pas toujours une place. Donc les médecins m'ont dit, il faut vous y prendre à l'avance, parce que, et j'ai eu, pas de la chance, parce que je ne pense pas que ça soit de la chance, bien que, si, peut-être par là quelque part. Un établissement tout neuf qui venait de se terminer. Donc j'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont aidé à finaliser mon dossier, à le déposer. Et en effet, très vite, j'ai eu une réponse favorable. Et donc, avec un délai, je crois, de 3 mois, le temps que l'établissement finisse ses peintures, finalise... Nous, tu as eu cette chance-là d'avoir cet établissement neuf sur Béziers, où une place pouvait mettre était disponible. On imagine dans une ville où on n'a pas cette chance-là. Ça aurait été... c'est terrible. C'est terrible. Alors, c'est pour ça, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est pas un conseil, si je peux me permettre de dire, n'attendez pas le dernier moment. Sachez que cette maladie, quand vous en saurez le nom à la fin de l'interview, sachez que cette maladie, quoi qu'il arrive, elle devient très grave, elle devient irréversible. Et donc, prévoyez à l'avance de prendre le téléphone et de chercher une place, de vous mettre sur des listes d'attente pour avoir une place pour le moment fatidique. Parce que ça peut, en effet, parce que les gens ne meurent pas comme ça, ne disparaissent pas comme ça, donc ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc dès qu'on vous donne le diagnostic, n'hésitez pas à vous mettre sur une liste d'attente. Oui, c'est important. Ah oui, c'est important, parce que malheureusement, ici, comme partout en France, on manque de structure. On manque de structure. Et financièrement ? Eh bien, financièrement, je dois dire que ce n'est pas ici le département le plus cher, mais bon, c'est un coût. C'est un coût. Moins élevé que si vous aviez des aides à domicile, style une infirmière pour... encore ça, c'est pris en charge, tout ce qui est soins physiques et médicaux. Mais tout ce qui est aide à domicile, parce qu'à ce moment-là, c'est pratiquement 8 heures par jour.
C'est presque aussi quelquefois, je ne peux pas dire la nuit, mais vous ne dormez plus non plus la nuit, Oui, parce bien que, sûr. voilà, s'il y a la possibilité financièrement de placer la personne, il ne faut pas hésiter à le faire. Oui. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et ici, dans le département, le coût n'est pas très élevé, parce que tout dépend des départements, Il y a des régions. certainement des aides. Voilà. Il y a certainement des aides. Il y a des aides suivant vos revenus. Oui, bien sûr. Donc ça fait partie des, ce qu'on appelle l'APA. Et Oui. là, ça, les associations vous expliquent très très bien comment faire D'accord. pour mettre tout ça en route. D'accord. Donc là, on a pris 3 mois entre l'inscription Et le que placement. voilà, et que mon mari soit placé. Mon D'accord. mari rentre dans cette structure. La première journée, comment tu lui as annoncé? Alors, j'ai triché. Oui. J'ai triché parce qu'il n'aurait jamais accepté. J'ai triché. Je lui ai dit qu'on allait passer des examens très poussés, puisque il est diabétique et il a du cholestérol, et que donc il fallait aller passer des examens très très poussés. Et donc la structure était au courant de ce petit mensonge que j'avais fait. Donc ils ont été très très à l'écoute, ils ont été très accueillants, ils ont su très très bien, je dirais, noyer le poisson. Bien sûr. Et il y a eu une prise en charge très douce, très humaine. Oui. Et il n'a jamais posé de questions, il s'est jamais demandé pourquoi il était là, et qu'après tout, il y restait. Donc voilà, mais bon, je l'ai su qu'après. Oui. Et une petite question, je reviens juste sur quelque chose. Elle a évolué très vite, en combien de temps? La maladie a évolué sincèrement en 2 étapes, enfin en 6 mois. Une première étape de 3 mois où j'ai vu que ça avançait rapide. Et les 3 derniers mois, alors là, ça, comme je dis, ça a flambé. La maladie a littéralement flambé. Alors, est-ce que c'était suite à des traitements médicamenteux parce qu'il souffrait énormément du dos, et j'avais beau dire qu'il fallait éviter les opiacés et tout, qui sont terribles pour cette maladie. Donc, il y a eu un mélange de tout ça. Il y a eu des chocs affectifs aussi, Oui. qui ont fait flamber la maladie. Mais D'accord. vraiment flamber. Oui. Flamber la maladie. D'accord. Et ça a été, mais alors fulgurant. D'accord. Les 3 derniers mois ont été impressionnants. Oui. Impressionnants. Là, Marie-Hélène ne vit plus. Non, là je vivais plus du tout. Oui. Plus du tout. Je n'osais plus prononcer certains mots. Je n'osais plus parce que je savais que la moindre contradiction les met en situation d'angoisse, et là ils peuvent devenir très violents. D'accord. Dans cette maladie, d'autres peuvent être très passifs. Moi, malheureusement, voilà. Ça a été la violence. Oui, ça a été la violence. Alors que c'était un être très, très, très équilibré, normal, doux, surtout avec moi. Beaucoup de douceur, nous étions un couple très, très fusionnel. Oui, Très bien sûr. fusionnel. Mm. Donc voilà, c'est un double choc, Mm. psychologique et physique. J'imagine. Parce que de voir l'être que vous aimez et qui vous aime se comporter comme ça, parce qu'à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes qu'une personne étrangère. Ouais. Vous n'êtes qu'un étranger en face de lui. Donc là, voilà, tout se déchaîne. Tout se déchaîne. La première journée Oh, ça a été dans la horrible. structure. Pour lui, paraît-il très bien. Mais moi, Oui. quand je suis rentrée à la maison, ça a été l'effondrement. Oui. Ça a été parce que il y a un énorme sentiment de culpabilité qui s'installe. C'est terrible. Il faut arriver à le vaincre. Et ça, je me suis fait aider. J'y suis arrivée. Et c'est c'est aidé par c'est la dur. structure, enfin par ces associations. Est-ce qu'elles étaient là pendant toute cette période? Oui, elles sont là. Si on le veut, elles sont là. Cette association, elle est là. Un accompagnement psychologique pour toi? Oui, vous avez des ateliers, vous avez tout ça qui peuvent vous prendre en charge. Moi, j'ai pris une autre voie, mais ça, c'est très personnel. Oui. Moi, j'ai pris une autre voie. Mais au tout début, ils m'ont aidé. Après, moi, j'ai pris d'autres voies personnelles avec des médecines douces, des médecines d'adaptation, un travail spirituel, mais ça appartient à chacun. Oui, bien sûr. Et puis surtout, j'ai eu un entourage merveilleux. Ça, j'avoue, j'ai eu des aides amicales, plus amicales que familiales, je dirais, mais j'ai eu de très, très, très belles personnes autour de moi qui m'ont aidé à passer le cap. Oui. Donc voilà, et ça, faut pas hésiter à se faire aider à tous les niveaux. Il faut se faire aider. Tu as Il faut pris se faire aider. conscience, quand est-ce que tu as pris conscience que ton mari est placé? Le jour même, ça a été violent. Le jour même, quand je suis repartie de la structure, je n'ai pas mangé, j'avais envie de vomir. Je savais que je ne le reverrais plus dans ma maison, dans notre maison. Je savais que je ne l'aurais plus dans notre lit. Je savais que je ne l'aurais plus à table avec moi. Je savais que je ne cuisinerais plus les choses qu'il aimait. Et alors ça s'est fait sur... la journée même.
ça m'est sauté au visage. Mais sauté au visage, ça m'a poignardé. Je dirais que ça m'a poignardé. Et puis après, les jours suivants aussi, bien sûr, ça met un certain temps avant de s'atténuer. Là, maintenant, ça va faire 2 ans que Gérard est en structure. Je commence seulement à m'apaiser. Seulement. À couper les liens avec le passé et à m'apaiser. Comment ça se passe, les visites? Les visites c'est horrible les premiers temps. D'abord, on vous demande pendant au moins 3 semaines de ne pas aller les visiter, le temps qu'ils prennent leur marque. Et oui, ce qui est normal, Le temps que le personnel puisse aussi faire un travail autour de... Parce que l'endroit où il est, les gens sont épatants. Mais on vous demande de revenir qu'au bout de 3 semaines. Et alors, la première visite, sincèrement, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'il n'est pas tout seul dans son service. Il n'est pas tout seul. Donc, et puis voilà. Et puis vous retrouvez quelqu'un qui vous reconnaît ou vous reconnaît pas. D'accord. Vous regarde avec la question mais t'es qui toi? Et voilà, ça faut l'accepter. Et c'est pas évident. Donc on y va plus avec un sentiment de voir s'il est bien, de voir si on s'occupe bien de lui, parce qu'on a toujours peur de la maltraitance, bien sûr. Ça existe, on l'entend dans les médias. Donc ça, pas de problème, ça je savais qu'il n'y avait pas, bien au contraire. Mais c'est plus après ça devient plus un devoir, d'aller le voir. Oui. C'est un devoir, c'est un devoir. Mais c'est douloureux, Je comprends. La journée où je le visite, c'est la journée où je reviens ici et où je m'enferme l'après-midi. Oui. Je m'enferme et je digère ma visite. Gérard n'y est plus. Non. Et je digère ma visite. On visite ce corps qui est... Voilà, on visite cette enveloppe, ce corps. Exactement. La structure est formidable. Oui. Elle est moderne, elle est lumineuse, elle est très bien tenue au niveau propreté, tout ça. Les chambres sont spacieuses, les salles de bain sont spacieuses, c'est neuf. C'est neuf, donc sincèrement, ah oui, non, c'est super. C'est rassurant de le savoir entre des très bonnes mains. Ah oui, parce que j'ai visité des structures et tout où jamais j'aurais placé mon époux. Jamais. Mais là, oui. Très bel établissement, oui, absolument. Et le personnel de son service est formidable. Moi, je rends hommage à ces aides-soignants, infirmières et infirmiers, et surtout ces aides-soignants qui sont là. Elles font un travail remarquable. Comment tu as vécu le Covid, la Covid, cette période d'1 année, comment tu l'as vécu? Mal, oui et non. Mais la solitude est devenue alors là, très pesante, très pesante. Et puis la peur qu'il attrape, la Covid. D'ailleurs, il l'a eu et il s'en est sorti. Et puis, cette solitude, de tourner en rond dans l'appartement, de n'avoir plus rien à faire, plus rien à dire. En plus, nous n'avions pas le droit d'aller les voir, ce qui était tout à fait normal, il fallait les protéger. Donc, ça a été dur le premier confinement. Le deuxième, beaucoup moins. Mais ce premier confinement, oui, c'était dur. C'était dur. Oui, c'était très difficile. Comment il va, Gérard? Il va bien. Il mange bien. Il dort bien. Il sourit quand il me voit. Ça dure quelques secondes. Il sourit, il est content. Je lui apporte ses pâtisseries préférées. Et puis voilà, je regarde qu'il n'ait besoin de rien. Je fais le point avec les aides-soignantes. Il va bien, Gérard. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle, il va bien. Et Marie-Hélène, comment elle va? Marie-Hélène va de mieux en mieux. Très bien. Parce qu'elle a compris que je ne pouvais rien faire. Marie-Hélène ne peut rien faire de plus que de continuer à s'occuper de son mari. Mais Marie-Hélène, elle aime la vie, parce que la vie est un cadeau. Que j'ai cette chance d'être encore en bonne santé, d'avoir des petits-enfants que j'aime, qui me tirent vers le haut, d'avoir des amies merveilleuses qui m'entraînent sur les chemins de la vie. Et ça, c'est fabuleux. Et Marie-Hélène, Marie-Hélène s'ouvre à nouveau à autre chose que la maladie, que Marie-Hélène espère, oui, en effet, rencontrer peut-être un jour quelqu'un qui l'accompagnera pour rire, pour sortir au théâtre, pour aller... Ça sera jamais comme avant. C'est pas ce que je dis, parce que une grosse part de mon cœur reste avec Gérard et restera toujours avec Gérard. Il y avait quand même près de 40 ans de vie commune. Donc voilà, mais j'espère que la vie va me choyer un petit peu là dans les années à venir. Et puis voilà, ça sera
Et je sais que Gérard me protégera et m'aidera à cheminer aussi dans cette deuxième partie de vie. Je le sais, je le sais, je le sais et je le sens. C'est pas prétentieux, mais c'est vrai. Voilà. Un conseil pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont en face de cette maladie. Un conseil. Un conseil, ne vous laissez pas enfermer par la maladie. Allez vers les associations caritatives ou allez vers l'administration. Mettez tout en place pour ne pas être enfermé par cette maladie. Parce que nous, les aidants, si on s'enferme dans cette maladie, on y reste. C'est nous qui partons en premier, si vraiment on se laisse envahir par la maladie. Alors surtout, ne vous laissez pas enfermer par la maladie. Surtout pas. Prenez tout de suite les devants, même si ça vous paraît très douloureux, prenez les devants. Prenez les devants pour vous protéger. Vous et puis votre famille, parce qu'il y a aussi des enfants, des petits-enfants. Moi, j'ai été pour ça très épaulée. Très épaulée par ma fille, mes petits-enfants et tout ont été très à l'écoute. J'ai été très épaulée par la famille. Marie-Hélène, je vais te poser la question. Quel est le nom de cette maladie? C'est la maladie d'Alzheimer. C'est cette terrible maladie d'Alzheimer. Qui est difficile. Qui est très difficile. Surtout que mon mari était jeune quand il a été touché par la maladie. On le sait qu'après, qu'elle s'installe 15 à 20 ans avant. Et quand elle a été diagnostiquée, donc je peux citer ce service qui est très bien, c'est le service de la mémoire au CHD de Béziers, à l'hôpital de Béziers. Il y a un service de la mémoire avec des neurologues très bien. Il a été pris en charge tout de suite pour être hospitalisé, faire tous les examens très poussés. Donc le diagnostic est tombé. Et oui, c'est cette terrible maladie d'Alzheimer. Le nom des associations qui t'ont aidé? France Alzheimer, boulevard Clémenceau, France Alzheimer. C'est vraiment l'association qui vraiment a des gens formidables. Okay. Et ils sont formidables. Gérard, il est placé où? Il est placé à Saint-Antoine, structure publique. Oui. Oui, très bien tenu, très bien géré. Très bien géré. Et voilà, oui. Bravo le CCAS. Bravo les équipes de Saint-Antoine, parce que j'ai rencontré de très belles personnes. Et il se crée des liens, bien sûr, d'y aller régulièrement, il se crée des liens. Donc voilà. Mais n'hésitez pas. Très bien. Marie-Hélène, merci. Merci à toi. Merci surtout.